est-ce que les manifestations dans la rue, de votre point de vue, sont vraiment signes de réveil? Et pourquoi et comment? Réveil contre qui? Est-ce que les Africains dormaient? Si nous posons la question comme cela, euh, elle peut, sous un certain angle, donner le sentiment qu'effectivement les Africains peut-être dormaient, qu'ils ne faisaient rien. Non. Nestor Poudassé a prononcé une phrase Oui. au milieu de tout ce qu'il a dit, qui était Issa Diawara aussi d'ailleurs, qui était des phrases extrêmement intéressantes. Quelque chose qui a été soigneusement préparé. On peut avoir l'impression que c'était préparé parce que les gens se sont assis, ont discuté. Ça, c'est arrivé tout récemment. Mais ça a toujours été préparé. Je vous dis quelque chose. Lorsque vous prenez les débats de tous les jeunes Africains, qui aujourd'hui ont 30 ans, 40 ans, et de tous les Africains qui ont 30, 40, 50 ans aujourd'hui, je n'ose pas parler des plus âgés, parce que les plus âgés ont toujours baigné dans ce débat-là, dans cette interrogation de mais qu'est-ce que le continent va devenir? Qu'allons-nous faire? Et un certain nombre d'actes qui ont fait l'histoire aujourd'hui, ils les ont posés. Mais quand vous prenez les plus jeunes, ceux qui ont la quarantaine, la trentaine, il ne faut pas avoir l'impression qu'ils étaient dans une espèce de sommeil dogmatique et qu'ils se seraient réveillés un beau matin parce qu'il y a eu un choc quelconque. Il se trouve que de façon naturelle, tout être humain, ce qui est naturel à un être humain, c'est la liberté. Et dès que vous privez un être humain de sa liberté, même d'une manière douce, subtile, il le ressent. Et les Africains, même la violence quotidienne dans nos villes est une expression de ce ras-le-bol. Quelquefois, tout le monde n'a pas la capacité d'identifier clairement le problème, de le pointer du doigt et de pouvoir s'y attaquer et le résoudre. C'est trois niveaux différents. Identifier le problème, on identifie le problème, on s'attaque au problème, on cherche à le résoudre et donc on définit en d'abord un certain nombre de stratégies. Tout le monde n'est pas capable de faire tout ça en même temps. Mais il arrive un moment où lorsque vous atteignez la masse critique de gens qui ont la capacité de structurer des solutions aux problèmes, eh bien, naturellement, vous assistez à ce qui se passe là. Il y a aujourd'hui, et c'est ça qu'on appelle la reprise de l'initiative historique. Parce que l'initiative historique, c'est poser des actes. Et c'est ça qui rentre, qui construit l'histoire. Le système, le professeur Mbelek a commencé de vous donner la différence entre le monde anglo-saxon, disons la colonisation anglaise et la colonisation française en Afrique. Beaucoup de gens ont tendance à dire oui, mais les derniers pays, les pays les moins développés d'Afrique, c'est les pays francophones, là où on parle le français. Vraiment, les pays qui ont le moins de hauts fonctionnaires dans le système des Nations Unies, ce sont ces pays-là. Mais il faut faire quelque chose. Non, pas du tout. Ce n'est pas dans l'ONU que se trouve notre solution, mais l'ONU, c'est à cause de l'ONU qu'on a des problèmes dans le nord-ouest et sud-est au Cameroun. Parce que c'est à cause de l'ONU que nous avons eu une mauvaise indépendance. Thématique. Mais voilà. Et il aurait suffi que ces gens-là écoutassent Robert Noumiobe, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est à cause de l'ONU qu'on a des problèmes au Congo. C'est à cause de l'ONU qu'on a des problèmes au Rwanda et au Burundi. C'est à cause de l'ONU qu'il y a des problèmes en Tanzanie, au Togo. C'est à cause de l'ONU qu'on a le dernier pays colonisé en Afrique, la République sahraoui. C'est à cause de l'ONU. C'est à cause de l'ONU qu'aucun scientifique africain n'a jamais accédé à une momie égyptienne. Mais docteur, Sahraoui, ça nous arrange, ça embête le Maroc. Maroc, c'est l'OTAN, ça nous arrange. Oui, mais il faut rappeler, moi je suis sur les faits. Après, les gens peuvent... Non, mais Sahraoui, ça nous arrange. Tant que le Maroc est embêté... Docteur, allez-y, continuez. Non, ce n'est pas que le Maroc soit embêté, c'est qu'il est inacceptable pour nous les Africains de constater qu'il y a encore un peuple qui est colonisé aujourd'hui. Tout à fait. Et qui a deux villes occupées par l'Espagne, Ceuta et Melilla. Ceuta et Melilla, qui sont... Parce qu'en fait, vous avez l'Europe et le Maroc qui s'entendent pour dominer ce peuple-là. Les uns ont pris deux villes, les autres... Toute la puissance de l'industrie des phosphates du Maroc, ça vient de là. Donc, il se trouve que nous, en Afrique aujourd'hui, je pense que les Français ont tendance à se plaindre du ressentiment anti-français en Afrique et ils se disent que quand les Africains se lèvent, par exemple,
manifester, c'est qu'ils sont dans une dynamique de ressentiment anti-français. Les Africains ne sont pas contre quelqu'un. Si les gens jouent les victimes et font de la victimisation et de la manipulation, c'est leur problème. Les Africains ne sont contre personne. Les Africains ne détestent personne. Nos valeurs, ce n'est pas ça. Les Africains sont pour quelque chose. Et cette chose s'appelle la liberté. Maintenant, si les gens ne comprennent plus le sens de ce qu'on appelle la liberté, peut-être ils peuvent venir nous demander, on leur dira ce que c'est. Si eux, ils ont oublié ce qu'on appelle la liberté. Mais nous, nous savons encore très bien ce qu'on appelle la liberté. Les Français sont les colonisateurs les plus brutaux qui puissent exister. Parce que leur système est assimilationniste. Ils veulent faire de vous un Français. Sauf qu'ils sont très bien conscients, puisque c'est eux les théoriciens du racisme, et les Gobineau, etc. Ils sont très parfaitement conscients que parler correctement français comme Senghor, qui apprend le français aux petits Français de France, ne change pas la couleur de votre peau. Pas du tout. Ne change pas vos origines, ne change pas votre parcours historique. Ça ne fait pas de vous subitement un descendant de Vercingétorix. Ça ne change pas du tout. Vous restez un descendant, dans mon cas, de Ramsès II ou de Taharqa. Aussi simple que ça. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est ce que vous êtes. Donc, ils vont vous assimiler, mais en fait, c'est une stratégie de domination éternelle. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous parlons français sur ce plateau. Vous n'êtes pas français, je ne suis pas français, il n'est pas français, il n'est pas français. Personne n'est français ici. Mais on parle strictement en français. Or, les Anglais ont compris, ils ont mis en place un système en se disant, on va créer des petits potentats, on va créer ou laisser des petits potentats locaux. Et en créant, en laissant de petits potentats locaux, en fait, nous, comment on appelle ça? Nous allons créer des sortes de filiales. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne faites pas le gros travail, vous l'externalisez. Nous allons externaliser la domination et comme ça, ils vont se bouffer tout seuls. Voilà pourquoi, en fait, les gens ont ce sentiment que, comme les autres sont intégrés dans leur système occidental capitaliste, et donc cette intégration dans le capitalisme leur donne l'impression d'être des lumières. Vous n'en êtes pas, vous exploitez simplement de manière aussi dure. Vos populations sont toujours aussi pauvres, mais en fait, l'impression que l'on a, c'est que vous brillez un peu. Vous ne brillez pas, il y a autant de ghettos et de marécages dans les villes du Ghana et du Nigeria que dans celles du Cameroun ou du Tchad. Il n'y a aucune différence. C'est les mêmes Africains et la même pauvreté. Le seul truc, c'est que dans un cas, vous avez beaucoup de gens qui sont intégrés dans le système capitaliste occidental. Dans l'autre, vous n'en avez pas assez. Et donc, ces éléments de répression, à un moment donné, lorsqu'un peuple reprend son initiative historique, ce peuple-là rejette forcément, et ça reste encore très mesuré, très modéré en Afrique, et les gens se réveillent un beau matin, la fin du monde connu. Nous, on a eu la fin du monde connu quand ils ont commencé l'esclavage et la colonisation ici. Eux, ils ont la fin du monde connu, qui est le monde de la domination du monde, et ils ne comprennent pas du tout ce qui leur arrive. Mais ce qui leur arrive, je vais vous l'expliquer, monsieur. Ce qui leur arrive, c'est que les Africains sont conscients de 2 ou 3 choses. La première, l'Europe n'a pu nous coloniser que parce qu'elle avait 450 millions d'habitants vers le milieu du 19e siècle. Et ils nous avaient tellement martyrisés, nous avons perdu plus de 200 millions de personnes et la reproduction a été arrêtée et nous étions à presque 100 millions d'habitants en Afrique. Quand quelqu'un a 4 fois plus d'habitants que vous ne pouvez pas résister, il va vous coloniser, vous n'avez pas de force. La deuxième chose, les Africains se rendent compte qu'en 2021, ils ont exporté 33% des matières premières que la planète tout entière a exportées. Monsieur, à $1 le kilo de matières premières, nous aura encaissé 33 000 milliards de dollars, 2 fois le PIB de l'Union européenne. Vous avez l'impression que les gens sont bêtes et qu'ils ne savent pas tout ça. Et donc, les gens se disent, mais si nous avons la capacité d'avoir 2 fois le PIB de l'Union européenne, n'en plaise à Tidjane Thiam, qui a dirigé une grande banque en Europe, qui est raconté partout avec Zingzou que l'Afrique est pauvre, l'Afrique est machin. Nous, je parle de faits. Je ne suis pas en train de dire que l'Afrique est potentiellement pour avoir beaucoup de minéraux. Je suis en train de dire ce que l'Afrique a exporté réellement. Donc, nous sommes en réalité le continent le plus riche. Nous sommes beaucoup plus riches que la plupart de ces pays. Nous aurions pu être 1,5 fois aussi riches que les États-Unis ou la Chine, 2 fois plus riches que l'Union européenne. Comment on fait pour nous appeler continent pauvre? C'est ça que la jeunesse d'aujourd'hui comprend. Et dit, ah non, vous allez arrêter ça. Parce que là, nous, il faut que nous profitions de ce qui sort de chez nous. Parce que ces gens-là se sont quand même levés pour dire que notre PIB de tout le continent, c'est 6 700 milliards.
C'est-à-dire à peine un sixième, un cinquième de ce qui était seulement, pas encore notre PIB, mais seulement les revenus d'exportation. Troisième chose dont les gens se rendent compte. Afrique Média, ça n'existait pas il y a 20 ans. La seule radio qui réunissait les Africains, que ce soit ceux du monde où on parle le français ou l'anglais, ils l'ont tué. Africa numéro 1. Aujourd'hui, regardez bien tout le continent, nous n'avons aucune radio continentale. C'est une urgence, parce qu'on peut écouter la radio au fin fond de tous les villages. Il faut que les Africains, donc, développent aujourd'hui une autre chose, c'est qu'ils apprennent à parler entre eux. Depuis que nous sommes sur ce plateau, vous constatez que nous parlons entre nous. Nous ne parlons pas à quelqu'un, nous parlons entre nous. Et ça, la première chose que ces gens-là ne veulent pas, c'est que nous parlions entre nous. Voilà pourquoi quand vous allez à l'UEMOA, pour aller d'un pays à un autre, c'est un problème. Lorsque les Maliens et les Burkinabés commencent à parler, c'est un problème pour eux. Parce que ce qui s'est passé au Mali peut se passer au Burkina. Lorsque les Camerounais et les Tchadiens, les Camerounais et les Gabonais commencent à se parler, c'est un problème pour eux. Parce que s'ils le font, c'est dangereux. Mais sauf que là, l'Afrique centrale va devenir la CEAC, on va dissoudre la CEMAC. Et que dans la CEDEAO, il est fort possible que d'ici 10 ans, si nous nous mettons au travail, nous allons avoir 2 États sous-régionaux extrêmement puissants parce que les deux là représentent 55% des matières premières exportées dans toute l'Afrique. Vous comprenez ça? Tout à fait. Ça veut dire que ces deux là seulement leurs revenus d'exportation équivalent au PIB des États-Unis. Voilà la puissance de l'Afrique. Pas la puissance rêvée, imaginée. Pas la puissance manipulée dans les discours, mais la puissance réelle. Réelle. Donc, en fait, ce à quoi nous faisons face aujourd'hui est tel que nous disons à Vladimir Poutine les appelle nos partenaires. Nous disons à nos partenaires de l'OTAN, nous n'avons aucun ressentiment contre vous, de l'Occident et de l'OTAN, de l'OCDE, de l'OSCE. Nous n'avons aucun ressentiment contre vous. Ça ne nous intéresse pas. Nous avons mieux à faire. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une dynamique de libération de notre continent et de notre peuple. Nous sommes dans une dynamique de construction et de développement de notre continent et de notre peuple. Et donc, ce qui se passe là, au Burkina, c'est que lorsqu'un ambassadeur sort des canons de la diplomatie, on lui rappelle qu'il n'a pas le mérite d'être l'ambassadeur d'un pays chez nous, en Afrique. Si vous voulez être ambassadeur chez nous, vous devez nous respecter, respecter notre mode de vie, savoir que nous avons des cultes, des coutumes. Les ambassadeurs français sont les seuls dans nos pays à croiser les pieds devant nos chefs d'État. Ça ne se fait dans aucun... Je mens. Est-ce que ça se fait dans votre village? Pour Saint-Bélec, je me trompe. Batengene, je me trompe, jeune frère. Tu as tout à fait raison. Je ne peux pas croiser les pieds devant le professeur Mbelek, il est mon aîné. Vous ne pouvez pas croiser les pieds devant le PDG d'Afrique Média, il est votre patron. Ça ne se fait pas en Afrique. On n'a même pas raison devant eux. Ça ne se fait pas en Afrique. Donc, les gens viennent ici, ne se rendent pas compte qu'ils choquent la conscience africaine tout le temps. Les jeunes Africains du Burkina sont en train de demander leur liberté, sont en train de demander à leurs autorités de se battre pour qu'il y ait davantage de sécurité et de bien-être. Un ambassadeur sort de sa taudière, de son taudis, et il vient raconter que ces gens-là veulent renverser les institutions. Ça le concerne en quoi? Il est burkinabé. Il est burkinabé. Merci beaucoup. Merci Je conclus, beaucoup. pardon. Allez-y. Il n'est pas burkinabé. Et nous avons là un sérieux problème avec nos partenaires occidentaux de manière générale. Ce que nous savons, c'est que de manière inéluctable, qu'on le veuille ou pas, les Africains vont se libérer. Mais c'est ceux qui auront l'intelligence d'aller dans le sens de cette dynamique-là qui resteront en Afrique. Les autres, on leur fermera les portes de l'Afrique. Mais je vous signale, je vous donne un petit chiffre. 40% du PIB de la France vient de l'Afrique. 40%. 40%, la France est environ 2800 milliards d'euros. Enlever 40%. Et c'est ça qui vient d'Afrique. Donc la France, je ne sais pas, se comporte comme un gamin qui a des œufs, qui est allé vendre les œufs au marché, mais commence à jouer. Mais les œufs vont tomber. Et quand un œuf tombe, il fait comment? Il se casse. Afrique Média. Le monde, c'est nous.